Bonjour à tous. Très cool de voir autant de monde. Je ne m'y attendais pas, mais apparemment, la bouffe intéresse du monde, quoi. Bienvenue dans notre talk quand la DataVis interroge le menu des cantines. On va vous faire ça en 5 étapes. Déjà, on va se présenter un petit peu, c'est déjà pas mal. On va parler du jeu de données qu'on a utilisé, puisqu'on a bossé sur de l'open data. Des études visuelles qu'on a réalisées, parce qu'on est plutôt des fans de DataVis, hein, d'où le titre du talk. Ce qu'on a trouvé, et puis conclure et vous balancer plein de trucs sympas et marrants. Du coup, qui nous sommes? Moi, je suis Florian Melki, je suis data analyst pour une agence digitale qui s'appelle Dernier Cri. C'est-à-dire qu'elle réalise des produits digitaux, sites, apps, bosse sur de l'IoT, sur du design, du front, de la data. Je co-organise aussi le meet-up DataVis Nantes. Donc, s'il y en a qui sont déjà venus, ils m'ont déjà vu. Puis sinon, j'ai 39 ans, 2 enfants. J'aime faire du paddle et raconter ma vie. Et avec moi, il y a Edith qui va se présenter. Oui, bonjour tout le monde, je suis Edith Molandi, moi je suis développeuse front-end chez Makina Corpus, je fais aussi des formations DataVis et Makina, on est présent à Toulouse et à Nantes, c'est une entreprise qui crée des applications métiers innovantes et on est particulièrement expert sur les logiciels libres, la cartographie et l'analyse de données. Et moi je suis du côté Toulouse mais aussi dans le meet-up, on fait beaucoup d'événements autour de la DataVis, si vous êtes de passage. Alors du coup, moi je ne l'ai pas dit, mais on est à Lille, à Paris, à Marseille, à Nantes et à Bordeaux. Voilà. Si vous voulez bosser quelque part, et en remote aussi. Donc voilà, et on embauche. Voilà, on arrête la pub maintenant, on va parler de trucs sérieux. Notre démarche, alors ce qu'on a voulu faire, déjà on se dit que la qualité de la nourriture, c'est quand même un truc qui est un peu intéressant, un petit peu d'actualité. Et nous, en tant que, on va dire, je sais pas, un peu expert, data, praticien, DataVis, on avait eu envie de réaliser une étude open bar, une étude vraiment freestyle sur le jeu de données des cantines, des menus des cantines qui est sorti un peu partout en France il y a quelques mois. Une étude qu'on a commencé donc sans a priori, sans se dire on va essayer de prouver que ce qu'on mange c'est bien, c'est pas bien. Sans obligation de résultat, donc ça veut dire qu'on va peut-être rien vous montrer à la fin d'hyper sexy, mais on est plus là dans l'idée de vous présenter une démarche, c'est-à-dire comment on fait pour travailler un jeu de données. On part d'un jeu de données initial, qu'est-ce qu'on va faire, quelles vont être les étapes, comment on va le retravailler, l'enrichir, qu'est-ce qu'on va tester pour essayer de trouver de la valeur et de raconter une histoire à partir d'un jeu de données. Et puis on voulait aussi profiter de la loi Egalim, qui est issue, si je ne m'abuse, des états généraux de l'alimentation, c'est-à-dire des questions qui ont été posées à la population sur sur un petit peu tout ce qui est autour de l'alimentation et notamment qui promeut une alimentation saine et durable, ce qui est mieux que l'inverse. Donc du coup, dans ce cadre-là, il y a des données de menus de cantine qui sont ouverts et on s'est dit, allons-y, allons regarder ce qu'il y a dedans. Le jeu de données, on a fait un Toulouse versus Nantes. Tu es mon meilleur public. Et afin de voir lequel on allait utiliser pour notre étude. Donc le menu de Toulouse, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est hyper bien formaté. Alors sans rentrer dans trop de détails, parce que je ne sais pas si vous êtes tous très techniques ou pas, mais en gros, il est formé de 3 jeux de données distincts, les uns reliés aux autres. C'est-à-dire qu'on va avoir le menu. Un menu est divisé en différents plats, et puis dans les différents plats, on voit les ingrédients qui sont dans les plats. Et ça, c'est top qualité. Par contre, le problème, c'est qu'il est disponible que sur une fenêtre temporelle glissante, à savoir 30 jours. De 30 jours en 30 jours. Donc, au bout d'un moment, on perd des jours. Donc, à part se dire qu'on allait faire un truc seulement sur 30 jours, bon, c'était un petit peu dommage, quoi. Donc, on a regardé le jeu de données de Nantes. Jeu de données de Nantes, alors il y en a plusieurs de disponibles et il y en a un qui est bien, c'est celui qui est disponible de 2011 à 2019. On s'est dit chouette, plein de données. Et en plus, l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas du tout standardisé. Donc, ouais. Excusez-moi, je regarde quelqu'un qui sait de quoi je parle, mais je ne le balancerai pas. Il n'est pas standardisé dans le sens où vous allez voir, en fait, c'est tout l'intérêt du jeu de données. Voilà, donc notre jeu de données, c'est un petit peu moins de 10 000 lignes. Et en fait, il est très simple dans le sens où il n'y a que 2 colonnes. Une colonne où on voit la date et une colonne où on voit le plat, qui est finalement juste un champ texte libre. Donc déjà, en voyant ça, on s'est dit que oui, on allait devoir un petit peu travailler. Et
avant vraiment de mettre les mains dans le cambouis, avec Florian, on s'est posé un petit peu, on s'est dit, à partir de ce jeu de données, la des menus des cantines, quelles questions un peu on peut se poser avant vraiment de passer sur la partie travail de la donnée. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il y a des cycles en fait, dans les consommations d'aliments? Quels sont les types de légumes, de fruits qu'on va voir le plus souvent? Est-ce qu'il y a des produits transformés? Est-ce qu'il y a du bio, des sucres ajoutés? Et on s'est demandé aussi, est-ce qu'on allait voir l'évolution de la composition ou de la proportion des plats, des types d'aliments entre 2011 et 2019. Donc, notre petite boîte à outils pour bosser nos données, ça a été plutôt simple, un bon Google Spreadsheet dans lequel on a mis toutes nos données. Donc, notre jeu de données initial issu du portail Open Data de la ville de Nantes, et puis éventuellement d'autres choses, d'autres jeux de données que je ne vais pas vous spoiler maintenant, mais qu'on aura utilisé pour retravailler, pour enrichir notre set initial. Et pour le côté vraiment pratique de la data, les calculs, on a utilisé ce qu'on appelle un notebook Jupyter partagé, ce qui permet d'utiliser un langage qui s'appelle le Python, qui est plutôt pas mal pour travailler la donnée. Et puis nos petites mains, notre courage, notre dévotion dans la cause pour trouver que c'est cool, ce qu'on mange, c'est de mieux en mieux, quoi. Non, j'ai dit qu'on partait sans a priori. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a, pour parler un peu plus sérieusement, on a récupéré en fait des listes de types de nourriture sur Internet, par exemple des listes de fruits, des listes de poissons, des listes, moi aussi de poissons d'ailleurs, je pense des listes de légumes, etc. Et puis dans l'idée de se dire, maintenant, on a on a tous nos plats. Il va falloir les catégoriser, savoir lesquels contiennent de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson, etc. etc. Typiquement, un bœuf bourguignon, a priori, contient du bœuf, donc de la viande rouge. Donc l'idée était de se dire, on a une liste en entrée avec viande, fruits, légumes, etc. Et puis de l'autre côté, on a notre jeu de données. On va vérifier si un mot de la liste des catégories est inclus dans le plat. On appelle taguer, quoi. Et notre objectif était de taguer au moins 95% des plats. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc on a codé ça en Python, hein, ça s'est plus ou moins bien passé. Dans les difficultés qu'on a quand même rencontrées, il y a des variétés d'orthographe, bœuf ou bœuf, plutôt un O, E dans l'eau ou plutôt les deux séparés. Il y a des fautes, l'omelette avec 2 L, je crois que je l'ai trouvé avec 3 T à un moment aussi. Des accents, des catégories. Alors, on s'est rendu compte aussi que même dans un plat, des fois, c'était juste un hachis parmentier ou une ratatouille. Alors là, bon courage pour savoir ce qu'il y a très exactement dans un hachis parmentier. Est-ce qu'il y a des carottes ou est-ce qu'il n'y a pas de carottes? Ça dépend un petit peu de chacun. Et puis, il y a eu des événements. Donc, il y a des plats qui s'appellent sapin de Noël. Voilà. Je pense que c'est pas hyper digeste. Hein. Et voilà. Et c'est à toi. Et du coup, pour ces plats-là, on a rajouté en fait des informations dans cette liste d'aliments. Donc, en fonction de ceux qu'on trouvait dans le jeu de données, on les a rajoutés et on a pu dire il y a des plats préparés, des produits industriels, par exemple le hachis parmentier. Et c'est nous qui, à la main, avons dit a priori, dans le hachis parmentier, il va y avoir des féculents, de la viande rouge. C'est ça qui nous a permis de monter jusqu'à 95% de couverture des plats. Et pour du coup mettre de côté ces événements à exclure, hein, comme le sapin de Noël, vu que c'est pas très digeste, on a créé aussi une liste à partir de ça pour les filtrer et ne pas les traiter dans la suite. Et ensuite, dans le fichier originel, on avait une ligne par plat. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de travailler en termes de repas pour un jour. Donc, on a fait plusieurs étapes dans le code en Python pour passer d'un plat qui est identifié avec ces différentes catégories à une pondération. Donc, par exemple, si on a à la fois des féculents et de la viande rouge pour un plat, ce sera 0,5 et 0,5. Et à partir de là, on a construit du coup une agrégation par jour pour pouvoir dire, finalement, tel jour, il y a 61% de féculents, 12% de viande, etc., etc. Et c'est aussi ici qu'on a extrait la mention bio qui était dans le titre des plats pour aussi avoir un pourcentage par jour. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pour commencer nos études visuelles. Donc, clairement, c'est plus les outils qu'on a utilisés. Donc, moi, j'ai commencé par utiliser Data Studio. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil Google qui a l'avantage d'être no-code, c'est-à-dire que vous faites un drag and drop et puis vous prenez vos vises et puis vous mettez vos données dedans et vous avez déjà des résultats. Donc, c'est rapide pour une étude exploratoire, ce qui est quand même le but de notre étude. C'est vraiment de voir ce qu'il y a dedans. C'est interactif, c'est gratuit.
toujours bien. Par contre, en termes de représentation, c'est quand même un petit peu limité. Et moi, j'ai trouvé ça pas toujours hyper clair pour faire des calculs un petit peu complexes dedans. Donc, on a mixé avec d'autres approches. Moi, de mon côté, j'ai utilisé Observable. Donc, tout se passe dans le navigateur. C'est des notebooks un petit peu comme Jupyter, mais en JavaScript. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est super rapide à mettre en place. C'est réactif. On travaille dans des cellules dans lesquelles on peut définir des constantes, des fonctions, des graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dessus, on peut soit coder avec des librairies comme D3, mais il y en a d'autres aussi qui sont très utiles pour faire des graphiques très rapidement, comme Plot par exemple. Et ce qui est aussi particulièrement bien, c'est qu'on peut explorer plein de notebooks de plein de personnes qui ont fait plein de graphiques et on peut aller réutiliser des petits bouts par-ci, par-là. Donc ça donne plein d'idées. C'est facile du coup d'expérimenter avec la librairie D3 et de le réutiliser le code après si on veut créer un site ou autre. Par contre, c'est vrai que c'est pas le plus accessible dans le sens où ça nécessite des connaissances de base en JavaScript. Et pour ma part, j'ai aussi utilisé, comme Edith le disait, la librairie D3JS, qui est peut-être bien connue des codeurs, qui est, alors pour ma part, étant donné que je l'ai beaucoup pratiqué, qui est très rapide si je veux faire des représentations très spécifiques. Là, typiquement, une projection de tout ce qui est fruits et légumes de saison pendant l'année. Ah, j'ai spoilé, mais c'est la vie. Mais par contre, si on veut un résultat à un moment plus abouti, avec plus d'interaction, des choses plus mixées, ça va être quand même plutôt long. Mais une fois de plus, on est dans quelque chose d'exploratoire. Donc nous, le but, c'était d'aller au plus vite. Donc on utilise pour ça les outils qui sont les meilleurs pour nous. Bienvenue, prenez une chaise. Vous êtes en retard. Les trouvailles, c'est à toi. Alors maintenant, on va vous parler un petit peu plus particulièrement sur 4 aspects qu'on a vraiment trouvé intéressants dans ce jeu de données. Et le premier, c'est la consommation de viande et de poisson. Donc une de nos pistes au début, c'était de se dire, quid de la consommation de viande? Est-ce qu'on en consomme plus, moins? Qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, c'est un graphique assez simple, assez général sur le nombre de plats par mois qui contient de la viande. Donc on voit un gros pic en bas en 2013, mais ça, c'est parce qu'il y a un trou dans les données, vous allez le voir après. Et on voit du coup une légère baisse au cours du temps. Donc ça, c'est quelque chose de très général. On a essayé aussi de chercher des représentations qui allaient être un petit peu plus détaillées. On peut peut-être y passer un peu plus de temps, mais voir d'autres choses intéressantes. Et du coup, on a retenu une vue calendrier. En bas, 2011, quand on monte, on va jusqu'à 2020. Un bandeau, c'est une année, et on a une case par jour. Et ici, on a catégorisé chaque jour, soit on a mangé de la viande, le bleu clair, soit du poisson, du bleu, soit pas de protéines animales, ça va être le bleu foncé. Et du coup, ici, par rapport au premier graphique, c'est beaucoup plus dur de se dire est-ce qu'il y avait plus, moins de viande, ça prend beaucoup plus de temps. Mais par contre, on peut voir des patterns qui peuvent être intéressants avec cette vue par jour qu'on ne voit pas dans la vue globale. Donc par exemple, si on regarde que les vendredis, peut-être que c'était le cas à votre époque aussi, mais là, que ce soit en 2011 ou en 2020, c'est le vendredi qu'on mange du poisson. Donc sur cet aspect-là... On n'avance pas, quoi. Sur cet aspect-là, les limites qu'on a vues sur ce sujet, c'est qu'il y a des gros trous de données qu'on voit en 2013 et on le voit particulièrement dans la vue détaillée. Donc attention, dans la vue générale, vérifiez avant s'il y a des trous ou pas. De notre côté, on a vu qu'il y avait aussi des jours sans données où des fois on avait identifié 2 viandes. Donc ça, c'est plutôt dans le processus de catégorisation. Il n'est peut-être pas 100% fiable à chaque fois, donc il faut bien vérifier. Côté DataVis, on a vu que la vue générale ou la vue détaillée, ça peut être très complémentaire. Et du coup, c'est intéressant de tester plusieurs granularités, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, pour voir différents patterns. Et ici, ce qu'on a utilisé aussi, c'est une variable dérivée. C'est-à-dire qu'au début, on avait pour chaque jour un pourcentage par catégorie. Ici, on l'a simplifié. On l'a transformé en est-ce qu'il y a de la viande, est-ce qu'il y a du poisson, aucun des deux. Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé. Donc c'est plus simple et ça permet de souligner un point précis. Alors, on a regardé aussi le bio. Le bio, en fait, c'est globalement marqué dans le menu, genre ratatouille bio ou ce genre de choses, mais pas que, ça peut être de la viande et tout ça. Ce qu'on a trouvé essentiellement, alors si on regarde le premier graphique là avec la ligne, ce qui est en vert clair, c'est la présence de bio dans les menus. Donc on voit qu'il y a quand même une légère augmentation un petit peu depuis 2016 à peu près. Et puis dans le graphique d'en dessous, là, le bar chart, ce qu'on voit, c'est que le top de ce qui est en bio, c'est plutôt du laitage, du fruit et puis des féculents. Je passe volontiers la catégorie autre.
Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Après, on n'a été quand même pas trop sûr là, du graphe du dessus. Donc on a projeté d'une autre manière en regardant pas le nombre de plats, mais plutôt le pourcentage de présence de bio. Et on a trouvé quelque chose qui était similaire. Donc on voit quand même, peut-être même un peu mieux sur ce graphique-là, que le pourcentage de présence de bio déclaré, 5 minutes, merci, et augmente quand même significativement. Et du coup, donc dans les limites, la mention bio est uniquement déclarative. Bah oui, si c'est pas marqué, c'est pas marqué. On peut rien y faire. Et côté DataVis, bon bah voilà, nombre de plats versus pourcentage de plats, ça peut quand même montrer des choses différentes, d'où les deux graphiques que je vous avais montrés. On va regarder ensuite ce qu'il en était des produits industriels. Donc les produits industriels, ce qu'on voit là, ça c'est la répartition du nombre dans le temps. On voit que ça reste globalement stable. Je vous l'ai dit au début, il n'y aurait pas forcément des trouvailles de dingue. On a quand même vu qu'il y a des produits industriels qui sont bio en même temps, genre une crème dessert chocolat bio. Je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus, mais je trouve ça des fois un petit peu louche. Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui existent. Je suis désolé, une crème dessert, c'est blindé de sucre et en même temps, c'est bio. Donc, c'est du mauvais bio. Et on s'est dit que ne trouvant quand même pas énormément grand-chose là-dedans en termes de bio, on allait plutôt faire un focus sur un type de produit, industriel. On est tombé sur le ketchup pour voir s'il y en avait beaucoup, pas beaucoup, si nos enfants mangeaient beaucoup de ketchup. Moi, je suis anti-ketchup, du coup, ça m'embête un petit peu. Et on voit qu'ils en mangent quand même... en gros, la consommation n'évolue pas. Ça reste globalement stable, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. Les enfants, et pas que, continuent de manger du bio. Donc dans les limites, on s'est quand même posé les questions, qu'est-ce que c'est exactement un produit industriel? Nous, ça a été déclaratif, on a regardé les listes, et puis tout ce qui n'était pas tagué, à un moment, on a dit, ça c'est produit industriel, ça c'est produit industriel. On a les cas limites. Parce qu'une poêlée ratatouille Bonduelle, a priori, c'est industriel, mais une ratatouille maison, c'est pas industriel. Du coup, qu'est-ce qu'une ratatouille? Est-ce qu'une ratatouille est forcément industrielle ou pas? On ne sait pas trop, en fait. Il manque des choses. Et côté DataVis, des fois, c'est plus pertinent de faire un focus comme on l'a fait uniquement sur le ketchup. Et côté data, on a bien galéré à faire un tagage manuel. Alors, dernier point qu'on a regardé, c'est les fruits et légumes de saison. En cours du processus, on s'est dit ce serait intéressant de rajouter cet élément-là qu'on n'avait pas listé au début. Du coup, on allait récupérer, je crois, sur le site de Greenpeace, quels aliments étaient de saison, quel mois. Et on a croisé en fait ces données avec le jeu de données des cantines. Et du coup, on a pu dire, mois par mois, quand on mange des pommes, est-ce que c'est le mois où c'est de saison, hors saison? Et donc, on a comptabilisé en positif, en vert, quand les aliments étaient consommés de saison, et en négatif, en violet, quand ils ne l'étaient pas. Donc là, on vous fait une représentation assez synthétique, une ligne par aliment selon les différents mois pour les fruits et les légumes. Et du coup, on a à la fois des choses qui sont de saison très souvent et qu'on consomme beaucoup, la carotte par exemple, et il y en a d'autres qu'on va consommer des fois de saison, des fois non, comme la tomate. Et ici, on s'est dit, on avait envie d'aller chercher aussi des représentations un petit peu plus sophistiquées, un petit peu plus originales. Et on s'est dit, c'est intéressant, les mois, c'est circulaire, est-ce qu'on n'irait pas chercher quelque chose de radial? Et du coup, en allant chercher sur Observable des exemples, on a réutilisé des notebooks pour créer une vue circulaire, où cette fois, on sépare bien le bio, qui va être à l'extérieur des barres en vert, et à l'intérieur, ce qui n'est pas bio, en violet. Et on a fait l'exercice sur plusieurs fruits et légumes, ceux qui étaient les plus consommés, fruits et légumes. Et du coup, on voit c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus catchy, qui attire plus l'attention que les vues précédentes. Par contre, on va le voir juste après, il y a des vraies limites, notamment sur la comparaison et la manière de représenter les données. Sur les fruits et légumes de saison, il y a des vrais points qu'il faudrait améliorer pour le faire de manière très fiable. Aujourd'hui, on a utilisé qu'à peu près 67% des plats où il y avait vraiment une mention de fruits et de légumes. Donc on ne couvre pas tout. Il y a différentes notions de saisonnalité qu'on peut utiliser. Et puis, il n'y a pas de nuance. Par exemple, la compote de pommes, peut-être qu'elle a été préparée quand les pommes étaient de saison. On n'est pas allé jusque-là. Côté DataVis, cette vue radiale, elle peut être mensongère parce qu'ici, à l'intérieur du cercle, on réduit un petit peu la taille des barres. À l'extérieur, elle est plus grande. Donc, il faut quand même faire attention sur comment on représente les données. Et ce qui est intéressant là, c'est particulièrement croiser les jeux de données pour créer plus de sens. Et si vous n'avez pas des jeux de données qui existent déjà, vous pouvez les créer vous-même en faisant du scrapping ou autre. On a 10 secondes pour la conclusion.
Côté data, voilà, il faut être conscient des limites de son jeu de données. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il faut rester critique et pas se dire que le jeu de données a la vérité ou que notre étude, de toute façon, a été hyper bien faite. Croiser les jeux de données, c'est important. Ce qu'on a fait pour les fruits et les légumes de saison. Bon, la DataVis, voilà, nous, on est assez convaincus de toute façon que c'est une bonne étude pour faire une exploration de nos jeux de données, puisque on voit des choses qu'on appelle les visual analytics. Et chose qu'on n'a pas fait, qu'on aurait aimé, qu'on aurait dû, c'est parler avec des gens du métier, les gens qui ont produit les données, des praticiens, des gens qui vraiment travaillent le menu des cantines. Ça aurait été plutôt cool parce qu'ils auraient pu nous dire, tiens, pensez à aller regarder ceci ou cela, ça aurait donné des idées. Et côté DataVis, à emporter avec vous pour vos projets, pensez vraiment à concevoir vos visualisations en fonction de votre auditoire et de votre objectif. Est-ce que vous voulez aller chercher la beauté, l'attention, la compréhension ou l'implication? Ça va être vraiment différent ce que vous allez créer en fonction de ça. N'hésitez pas à tester différents niveaux de granularité, de créer des variables dérivées comme on l'a vu. Et puis il y a aussi plein de types de rendus qui existent. On peut faire du statique, des posters, du dashboard si on veut plus explorer. On peut faire des sites web, du scrollytelling si on veut raconter une histoire. Donc vraiment aller explorer plein de choses. Et du coup, vous pouvez, dans la 30 secondes qui nous restent, vous pouvez retrouver toute l'analyse libre sur GitHub. Il y a un petit site où vous pouvez retrouver toutes les explications avec plus de détails. On vous a mis le lien vers les notebooks, vers le notebook Python aussi qui nous a permis de traiter les données. Donc si vous voulez aller fouiller dedans, continuer, c'est libre, c'est accessible sur menu-cantine.netlify.app. Allez-y. Et on va le linker certainement à un moment au menu, au jeu de données Open Data sur le site dédié. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous voulez nous contacter d'une manière ou d'une autre, il y a nos noms, nos adresses mail et nos trucs, machin, Twitter. Merci beaucoup. Merci. Oui, applaudissez, c'est toujours cool. Bonjour. Comment ça se passe pour vos hypothèses? J'imagine que vous en avez des millions à traiter en permanence dans les choix des données, c'est-à-dire décider que dans la ratatouille, il y a tel et tel aliment. Vous faites des réunions pour savoir quels sont les choix à faire ou individuellement, vous travaillez pour avancer? Je peux. On a bossé à deux, donc du coup on a fait des points tous les X temps et puis à un moment on était globalement de toute façon d'accord sur ce qu'il fallait faire et se dire que pour l'exemple de la ratatouille, a priori il y a des légumes dedans, il y a des choses où, et en fait c'est l'intérêt je trouve de l'étude, c'est de questionner, non pas en fait de trouver une réponse et de se dire oui la ratatouille c'est un plat préparé ou c'est un plat maison, mais plutôt de questionner derrière la pertinence du jeu de données et se dire bon peut-être qu'en fait il faudrait faire remonter aux producteurs de données qui manquent de la précision. C'est plutôt ça en fait qui est, pour moi qui est intéressant. Je l'ai pas nettoyé, je suis désolé. Merci. Non, simplement le jeu de données vient de chez nous, donc du coup c'est moi qui l'ai préparé et mis en ligne. On avait choisi un jeu de données pauvre pour parce qu'on avait besoin d'une série temporelle très longue. C'est un jeu de données qu'on a utilisé pour faire de la prévision du nombre d'enfants qui viennent manger à la cantine. Et donc on avait besoin de pouvoir remonter très loin dans le temps. Donc on a dû se caler sur le plus petit dénominateur commun, donc uniquement les intitulés. On a nous été très parce qu'on a fait le même travail pour faire du travail de prévision. On était très avec beaucoup de difficultés avec les ambiguïtés. Par exemple, on avait le fameux mystère de la lasagne végétarienne, où en fait il y a un terme qui est très connoté avec de la viande et l'autre qui est végétarien. Or, la fréquentation elle augmente très fortement quand il n'y a pas de viande. Et encore plus quand il y a du poisson. Si on avez travaillé avec les fréquentations, vous auriez vu que quand il n'y a pas de poisson, c'est plus 10-15% de gamins à la cantine. Quand c'est végétarien, c'est plus élevé. Et dès qu'il y a de la viande ou du porc, ça baisse. Et donc, du coup, nous, ça nous crée des erreurs de prévision, le fait que la lasagne végétarienne était un... Donc, est-ce que vous avez rencontré des cas comme ça de faux amis ou de... Les boulettes de viande au tofu, enfin, je sais pas comment... Enfin, on a trouvé, nous, plusieurs cas comme ça qui étaient assez aberrants, quoi.
il y avait des cas où on a dû le faire à la main, c'est-à-dire vraiment en voyant le libellé des plats, on les a vraiment tagués tels quels, un par un. Donc ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas forcément être fait à grande échelle ou sur plusieurs menus. Donc on a vu quelques cas comme ça qu'il fallait vraiment aller point par point, détailler. Ceci est un petit peu bizarre, alors traitez-le comme ça. Donc en effet. Mais c'est vrai qu'on aurait pu travailler avec la fréquentation, et ça, c'est quelque chose qui doit être super intéressant aussi. Merci. Merci beaucoup.